bonjour à tous, à toutes. Je te laisse commencer. Non, c'était toi sur le volet français, mais tu peux dire un mot là-dessus. Eh ben, je suis lancée, j'y vais. Écoutez, nous, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Donc c'est une première dans le cadre de Bioforge déjà, et puis devant un public comme vous qui s'intéresse donc aux questions humanitaires et notamment à des questions internationales. Nous, on est beaucoup plus sur des problématiques franco-françaises en général. Donc ce sera vraiment un échange, parce que j'espère qu'on aura des choses à vous dire, à vous apprendre, mais je pense que vous en aurez aussi à nous transmettre. Donc moi je suis effectivement directrice, pas présidente de l'association Droit Pluriel, qui est une association basée à Paris et qui travaille sur l'accès au droit pour tous. Notre métier, c'est rendre le droit, rendre la justice accessible à tout le monde. Et particulièrement aux personnes en situation de handicap. Donc je vous expliquerai en gros ce qu'on fait, comment on le fait, et puis après on va, moi je l'ai préparé comme ça, ce moment qu'on va passer ensemble, on va aborder la question du handicap au sens le plus large. Qu'est-ce que c'est que le handicap? Qu'est-ce que c'est que le handicap dans le droit? Qui sont les personnes handicapées, qu'est-ce qu'elles vivent face à la justice, et puis qu'est-ce que c'est quand on parle de société inclusive beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce que c'est quand on parle d'égalité des droits, où sont les freins, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que nous on peut faire chacun à notre place pour que ça aille mieux. Je suis venue avec Maxime Lafont, qui est là, qui est donc chargé de mission à Droit Pluriel, et qui tu peux donc nous interrompre ou intervenir quand bon te semble. Voilà, on a préparé avec Nordine ce moment-là avec une première présentation vidéo d'une émission qui s'appelle Data Gueule, à laquelle j'avais participé, qui va introduire le sujet. Après, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'on fait donc à Droit Pluriel. Puis je vais m'appuyer sur des petites vidéos qu'on utilise dans le cadre de notre action pour vous développer un petit peu par point focus ce sur quoi je voudrais bien qu'on s'attarde ce soir ensemble autour de la question du handicap. Si tu veux préciser sur quel point toi tu vas aborder. Avec plaisir. Ça marche? Oui, ça marche, c'est bon? Oui, non? Il faut l'allumer. Non, ça marche. Allô? Il est allumé. Là, il est allumé, non? Et en bas. Oui, ça marche. Merci Ansa. D'abord, je suis ravi parce que ça fait très longtemps qu'on en parle avec, qu'on a eu des échanges avec Ansa. C'est la première fois qu'on se voit en fait, qu'on se rencontre physiquement. Donc je suis ravi de pouvoir concrétiser ça avec Bioforce en plus ici, sur un sujet moi qui aussi m'intéresse beaucoup et qui me tient personnellement à cœur parce qu'on n'en parle pas assez. Au contraire d'Ansa, moi je vais aller plus sur un focus plus particulier sur la question dont on parle encore moins, c'est la question des droits civils et politiques en fait, des personnes handicapées, qui est vraiment un angle noir, si je puis dire, dans le cadre des droits des personnes handicapées. Et dans ce cadre-là, je souhaiterais évoquer avec vous sur la question de deux situations de pays en fait, la Centrafrique et le Pakistan, deux pays dans lesquels j'ai travaillé, et en particulier j'ai travaillé sur la question des droits des personnes handicapées et des droits civils et politiques, pas seul, mais avec des associations, une association au Pakistan et une association qui défend les droits des sourds et muets en Centrafrique. Et je m'attacherai donc à vous expliquer tous les freins possibles et imaginables qu'il existe dans le droit et en pratique sur l'exercice plein et entier, l'exercice effectif des droits civils et politiques des personnes handicapées dans ces deux pays. Voilà. Est-ce qu'on lance directement la vidéo pour lancer le sujet? On peut, je pense, Amina, oui. Donc c'est l'émission Data Gueule, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une émission qui passe sur France Télé, voilà, qui est en accès libre, qui est une très bonne émission en général. Je ne dis pas ça parce que j'étais dedans, mais non, c'est toujours des très bons sujets, et en général sur des questions qui très certainement vont vous intéresser, avec un angle très bien documenté, ils prennent franchement parti, et je vous encourage à regarder les autres sujets sur des questions très variées, politiques, géopolitiques, etc., qu'ils ont pu faire. Fini. Bah là, je suis bien embêtée parce que j'ai tout dit en fait. Ça fait un moment que j'avais
est rangé, tout est là. Alors voilà, on va un peu commenter, mais il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit, donc je ne vais pas vous répéter ça. Ça m'intéresserait d'avoir vos réactions, soit maintenant, soit en cours quand vous voulez, quoi. Je sais que vous avez la moitié du temps aussi pour réagir tout à l'heure. Voilà, enfin, pour commenter donc, ces images-là, moi je suis née sans handicap, en tout cas sans du tout me dire je suis handicapée. Et quand on me l'a dit un jour, je n'ai même pas compris de quoi on parlait. J'ai perdu l'audition quand j'étais adolescente, et puis j'ai perdu la vue il y a 5 ans. Et je me suis jamais sentie, moi, handicapée. Je comprends même, enfin, je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce mot-là, je peux pas me l'approprier. Et tous les gens que j'ai pu croiser qui m'ont dit il faut que tu acceptes ton handicap, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que j'ai à accepter. Ce que j'ai à accepter, c'est de ne pas voir, de ne pas entendre, et c'est d'adopter évidemment tous les outils pour compenser ces difficultés-là, mais je ne sais pas ce qu'on me demande d'autre d'accepter. Et effectivement, si c'est accepter le fait que je ne peux pas choisir la formation que je veux, le métier que je veux, l'appartement que je veux, la ville que je veux, là, ça non, j'accepte pas. Et je pense que si on veut que ça avance, cette question du handicap, il faut qu'à un moment, les handicapés, comme on dit, les personnes handicapées, on comprenne que c'est pas les autres. C'est un moment se dire c'est moi. Cette personne-là, c'est moi c'est l'autre. Et c'est vraiment, je pense, à ce moment-là, quand on aura ça au fond de nous, qu'on sentira comme une égalité évidente, alors qu'on est né avec cette césure sociale. D'un côté, les dits valides, de l'autre côté, les handicapés, on n'arrive pas du tout encore à lever ce mur-là. Et je pense que notre travail à nous, notre travail d'humain, de citoyen, votre métier aussi à vous, je crois que c'est un moment de se dire, cette personne-là, c'est moi. Et je ne sais pas, vous me direz si dans les métiers que vous avez, vers lesquels vous avez choisi d'aller, vers l'humanitaire, j'ai l'impression que c'est ça aussi. C'est-à-dire que si vous vous dites, c'est l'autre, je viens en aide à l'autre, on n'est pas dans la vérité. Je pense que c'est le moment où on se dit, ce migrant qui est en train de se noyer, c'est moi. C'est là qu'on se dit, mais il n'y a même pas de débat, on ne va pas réfléchir si la loi m'autorise à l'aider ou pas. Lui, c'est moi, elle, c'est moi, et c'est ça l'égalité. Donc je pense qu'on a un énorme chemin, et psychologique, et social, sociétal, juridique à faire pour en arriver là, mais je crois que c'est ça la vraie clé pour avancer sur cette question-là. Alors, moi, pour me présenter, donc j'ai fait donc j'ai perdu l'audition quand j'étais adolescente, et je voulais faire, au départ, je voulais être avocate pour défendre la veuve et l'orphelin. Finalement, je me suis dit, il y a aussi la veuve et l'orphelin en situation de handicap. Et donc j'ai appris la langue des signes, et j'ai créé la première permanence juridique pour les sourds en 2000. Je me suis aperçue que pour une personne sourde qui voulait connaître ses droits, il n'y avait rien qui existait. Il n'y avait aucun juriste qui pouvait informer les personnes sourdes. Quand on connaît l'histoire des sourds, on sait que cette population-là n'a pas eu accès à l'école, parce qu'on a interdit la langue des signes en 1889, qu'elle est revenue dans l'éducation en 1991 seulement, et que ça donne des adultes aujourd'hui qui n'ont pas eu à l'école la langue des signes. Ils n'ont pas eu non plus de méthode oraliste, c'est-à-dire on ne leur a pas appris à parler non plus. Donc, moi, quand j'ai démarré ce métier de conseil juridique en langue des signes, les personnes que j'avais en face de moi étaient des personnes sans langage en France en l'an 2000. Je ne savais même pas que ça existait. Et voilà, il fallait que je les conseille dans leur procédure, dans leurs droits, des personnes qui ne savaient pas ce que c'était qu'un commissariat, qui ne savaient pas ce que c'était qu'un tribunal, qui confondaient toutes les... Voilà, qui pensaient en gros, pour ceux qui venaient me voir, ils débarquaient par exemple d'Afrique, et puis ils voulaient que je leur donne un travail, une maison, et ils n'avaient aucune notion du tout des institutions françaises, du droit. Alors c'est quelque chose qu'on rencontre dans toutes les populations défavorisées, en situation précaire, etc. Mais chez les personnes sourdes, c'était vraiment à un niveau que j'ai jamais rencontré pendant toutes les années où je travaillais avec des personnes entendantes. D'autant plus que les personnes
étrangères, par exemple, qui ne connaissent pas du tout leurs droits en France, elles connaissent le fonctionnement dans leur pays des institutions, le fonctionnement général. Les sourds ici, c'est, quelle que soit leur nationalité, c'est leur pays ici. Et pourtant, ils sont étrangers dans leur propre pays. Donc j'ai fait ce métier-là pendant 10 ans, en constatant qu'en fait, effectivement, la justice n'avait pas du tout prévu l'existence de personnes sourdes, que les magistrats étaient complètement déstabilisés face à une personne sourde, et prêts absolument, alors là, à faire tout déni de procédure avec, il est en langue des signes, on ne sait pas comment on va faire, il n'écrit pas non plus, on va essayer de faire des signes n'importe comment. Enfin, on sort complètement du contexte du droit, en fait. Dès lors qu'il y a handicap, ce que j'ai pu constater, c'était vraiment, ça permet de faire sauter tous les cadres, en fait. Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas légal, n'est pas un être de droit, c'est pas un sujet à égalité, donc on bidouille, quoi, on s'arrange. Et à ce moment-là, au bout de 10 ans, je me suis dit, est-ce que finalement c'est la surdité le frein, ou est-ce que c'est le handicap? Donc j'ai été voir vers d'autres situations de handicap, et je me suis aperçue effectivement que aveugles, paraplégiques, autistes, 10, personnes concernées par un handicap mental, etc., c'était au moins pareil, parfois pire. Et donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire sur l'égalité des droits de ces personnes-là, des personnes en situation de handicap. Et donc on a constitué l'association Droit Pluriel en 2009, et on s'est aperçu, moi pendant des années, je pensais qu'il fallait se tourner vers le public, et donc conseiller les sourds pour les aider à accéder aux droits. Et l'association Droit Pluriel s'est tournée plutôt vers les professionnels, parce qu'au fond, aider un sourd et puis un autre sourd et puis un autre sourd, c'est bien, mais on règle les problèmes laborieusement, on prend un temps fou, et à un moment il faut s'attaquer au système, et puis il faut former les professionnels pour que ça fonctionne pour tout le monde, sans être situation par situation. Et donc dans le cadre de Droit Pluriel, on s'est associé avec le défenseur des droits qui travaille qui accompagne notre action. On a réussi à mettre autour de la table tous les professionnels de la justice, donc les magistrats, avocats, huissiers, notaires, conciliateurs de justice, greffiers, et on a construit pour eux une formation à l'accessibilité. L'idée, c'est de leur dire la justice, effectivement, c'est pas la justice d'une certaine minorité, c'est la justice pour tout le monde, donc vous devez pouvoir former tout le monde. Ce que je leur disais souvent, par exemple, c'était que il faut arrêter de parler de l'interprète en langue des signes du sourd, parce que dans une audience, quand il y a un sourd, c'est l'ensemble de l'audience qui est impacté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le sourd qui est dérangé. C'est moi en tant qu'avocat, moi en tant que magistrat, je ne peux pas faire mon métier si je ne peux pas communiquer avec la personne. Donc l'interprète, ce n'est pas l'interprète du sourd. L'interprète, c'est l'interprète de l'audience, c'est l'interprète de la justice. Et si une justice est prête à juger un individu sourd sans l'entendre, sans le jeu de mots, sans le pouvoir communiquer avec lui, alors ça peut nous inquiéter, nous tous, en entendant ou pas, ça peut nous inquiéter sur le fonctionnement de la justice en général. Donc le handicap, ça raconte aussi vraiment quelque chose sur le fonctionnement de la justice. Comme on dit souvent que les prisons racontent la société, je crois que le handicap, si on regarde par le prisme du handicap et la façon dont on traite dans un pays le handicap, ça raconte beaucoup de choses sur la culture et l'égalité dans ces pays-là. Donc ça fait partie de tout ce qu'on fait à Droit Pluriel. On a également mis en place récemment, donc ça c'est le métier de Maxime, une permanence juridique accessible, 100% accessible. Donc l'un des gros freins à l'accès au droit quand on est en situation de handicap, c'est le déplacement, notamment la communication, le déplacement. Donc on a une permanence numérique qu'on a mis en place au moment du confinement. C'est une des bonnes choses du confinement pour la question du handicap en tout cas. Et c'est une permanence que toute personne peut saisir gratuitement. Elle envoie sa question soit par écrit, donc ça par exemple c'est pour les personnes malentendantes qui n'ont pas accès au téléphone, soit en langue des signes directement, soit par téléphone. Et on met ces personnes-là en relation avec une 60aine d'avocats répartis sur tout le territoire qui travaillent avec nous et qui, bénévolement,
pour l'instant, se mettent à disposition donc pour une information gratuite. L'accès à connaître ses droits, c'est un droit en France. Normalement, connaître ses droits, c'est gratuit. Or, nous, on répond à toutes ces personnes-là qui, sans ce service-là, ne pourraient pas avoir accès à leurs droits. Donc c'est l'une des actions, enfin l'une des multiples actions qu'on fait. Après, on travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle une révolution culturelle, c'est-à-dire comprendre, ce que je raconte un peu dans le film, là, comprendre que, bon, ça fait des années qu'on vit comme si il y avait personne qui ne voyait pas, n'entendait pas, ne marchait pas, avait des difficultés de compréhension, de parole, etc. Aujourd'hui, il est temps d'inverser les choses, il est temps de renverser la table, il est temps de créer cette révolution culturelle qui va nous permettre de prendre en considération finalement l'ensemble de la population et plus seulement une petite élite bien portante. Et donc, on va réussir à repenser un peu les choses tous ensemble. Et donc, pour ça, on a développé des films, des expositions. On a la conviction qu'il faut passer par le culturel aussi, par l'artistique, le culturel, pour faire réfléchir les gens et les amener à voir les choses autrement. Donc, là, on est sur un projet de fiction pour France Télévisions. Voilà, donc on essaye d'aller dans plein de directions différentes pour faire un peu avancer ces sujets-là. Alors, pour vous mettre dans le sujet, sur la question du handicap, donc on est sur l'état des lieux en quelque sorte de l'accès aux droits des personnes handicapées en France. On vous montre ce soir, en fait on a fait dans le cadre de cette formation pour les professionnels 3 courts-métrages. Et l'idée c'est de, voilà, ils ne sont pas encore publics parce qu'on avait un événement public qui devait annoncer, voilà, les professionnels de la justice se mettent à l'accessibilité. Ça a été reporté à cause du confinement. Donc, on n'a pas encore rendu public ces outils-là et on le fait pour la première fois ce soir, on vous les montre. Donc, ils ne sont pas publics, mais vous allez en avoir la primeur. C'est d'abord un court-métrage qui est une succession de témoignages de personnes en situation de handicap sur la justice. Donc, je vous laisse le découvrir pour le commenter ensuite. Donc, ces témoignages-là, ils nous parlent du handicap donc, dans la justice, et j'ai un accompagnement musical. Mais vous l'avez compris, ça parle du handicap en général. Donc il y a trois points qui sont soulevés par ces témoignages-là sur lesquels je vous propose de revenir. Le premier, qui est dit par le premier témoin, ça parle de dire le handicap. Il commence en disant « j'ai pas dit mon handicap, je l'ai pas dit que j'étais handicapé ». Et je pense que ça vous a pas plus surpris que ça, ce choix de ne pas le dire. Quand vous allez chez un audioprothésiste, la première chose qu'il vous dit, quand vous lui dites voilà, je suis devenu malentendant, je suis sourd à moitié, etc., la première chose qu'il vous dit c'est j'ai des appareils pour vous et vous inquiétez pas, ça se verra pas. Donc on est dans une société où on cache, il faut cacher ces situations de handicap. Il faut les cacher quand 80% des situations de handicap sont invisibles. Moi la première, quand j'ai perdu donc, la vue, c'est venu progressivement. Quand j'ai perdu l'audition, c'est venu progressivement aussi. Et le plus longtemps possible, je ne l'ai pas dit. Je ne voulais pas le dire. J'avais aucune réflexion là-dessus sur pourquoi, mais c'était une évidence, il ne fallait pas le dire. Pourquoi il ne faut pas le dire? Alors, à un moment, je suis sortie de ma propre histoire pour en faire un combat politique et je me suis interrogée sur pourquoi je ne voulais pas le dire. Pourquoi les commerciaux nous disent ça ne se verra pas, pourquoi il ne faut pas le dire, pourquoi il faut le cacher. La réponse, elle est donc dans tout ce qu'on a vu précédemment, dans tout ce que racontent ces témoins et dans tout ce que je dis dans cette vidéo de Data Gueule, c'est que le handicap, c'est la honte. Le handicap, c'est l'infériorité. Alors, ce mot d'infériorité, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est dans le dictionnaire en synonyme de handicap. Dans le dictionnaire junior en France, quand vous regardez le mot handicap, c'est défini comme chose qui diminue les chances de réussite et d'épanouissement. Donc, comment je peux, moi, m'identifier à cette étiquette-là de handicapé, alors que c'est quelque chose qui me rend moins capable, moins compétente. Et puis, comme vous l'avez compris dans le reportage qui a été présenté,
la société fait que quand vous êtes handicapé, vous n'avez pas accès à l'éducation, vous n'avez pas accès aux formations, vous n'avez pas du coup accès aux métiers. Et donc effectivement, il y a une corrélation entre handicap et pauvreté, entre handicap et manque de culture, manque d'éducation. Elle est vraie, cette corrélation-là. Mais on se dit, ah ben, c'est la faute, de la cécité, de la surdité, de la schizophrénie, pas du tout, pas du tout. Si, moi j'ai fait au moins 5 ans à l'université en droit, et le fait de ne pas voir, de ne pas entendre, ça m'a jamais dérangé. Par contre, ce qui me dérangeait, pour comprendre mes cours, j'avais pas de souci. Ce qui me dérangeait en revanche, c'est que j'avais pas de support, j'avais pas les cours, j'entendais pas ce qui se disait, je pouvais pas suivre, j'avais rien. C'est ça le handicap. Et dans les représentations, on se dit, ben ouais, forcément, les personnes aveugles, on n'en a pas, on n'en voit pas, les personnes sourdes, on n'en voit pas. Parmi les gens qui réussissent, entre guillemets, on n'en voit pas, et on se dit, bah, c'est une population qui, liée à sa situation physique, quasi médicale, bah, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas la possibilité de... Donc il faut réussir à faire voler ça en éclats pour pouvoir le dire, parce que tant qu'on ne le dit pas, ce que dit ce monsieur par exemple, c'est qu'il se retrouve en audience, ou il se retrouve dans le milieu du travail, et il a des comportements bizarres. Et il ne veut pas dire pourquoi, d'où ça vient, quel est le problème. Donc tout ce qu'on va dire de lui, et tout ce qu'on s'est dit aussi de moi pendant des années, et je l'ai compris tard, hein, c'est cette personne elle est bizarre. Quand je lui parle, elle répond toujours à côté. Elle a une façon de marcher qui est bizarre, elle a une écriture qui est bizarre. Et donc ça vous disqualifie en fait. Ça vous disqualifie, mais c'est tellement honteux de porter ça, cette étiquette de handicapé, qu'on ne le dit pas. Donc je pense que je parle beaucoup aujourd'hui de la convergence des luttes intimes. C'est-à-dire que je pense que pendant trop longtemps, le handicap a été mis à part comme une question médicale, médico-sociale, etc. Et il est temps aujourd'hui de comprendre que ce que je vis, c'est la même chose que ce que vit une personne homosexuelle, une personne noire, une personne issue de toute domination. C'est-à-dire qu'effectivement, les homosexuels, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, bah, on ne le dit pas. On ne le dit pas, pourquoi? Parce que ça pose un problème. Si je vous demande ici qui est végétarien ou qui est fumeur, je pense que ça ne vous pose pas de problème de me le dire. Par contre, si je dis qui est homosexuel ou qui est handicapé, là on a l'impression que ça touche à quelque chose de dérangeant. Alors spontanément on se dit, bah oui, parce que c'est ma vie privée. Bah, le reste aussi c'est votre vie privée. C'est pas ça qui est dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est que je suis en train de vous demander quel stigmate vous portez qui vous dévalorise socialement. Et je pense que tant qu'on est encore dans cette représentation dévalorisante de la cécité, de la surdité, de toutes ces situations physiologiques, on va avoir du mal à s'en sortir. Donc je pense qu'il faut éclater déjà ce mot de handicap, parce qu'entre une personne sourde et une personne trisomique, ou aveugle, ou paraplégique, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Donc la seule chose qui est en relation, c'est la domination vécue, c'est tout. Sur le reste, il n'y a aucune expérience de vie commune. Et le fait d'être tous dans le même sac, ça fait que les besoins sont multiples dans tous les sens, etc. Mais on a tous besoin, dans une société, on a tous des besoins différents, multiples, etc. Donc cette stigmatisation collective, c'est ça qui permet de scinder en deux la population. Donc déjà, voilà, il y a un gros travail, je le dis aussi, sur les mots, être invalide, faut y aller, quoi. Mes incapacités, c'est pas facile. Donc voilà, là-dessus, nous, on est sur l'idée du coming out, je vous le disais, dans la convergence des luttes. Je pense qu'il faut qu'on prenne dans toutes les autres luttes, de toutes les autres populations en cours, en voie d'émancipation. Il faut prendre ce qui a de bon, il faut prendre ce qui a marché. Et je pense qu'il faut être dans le coming out du handicap. Donc moi, je suis sans arrêt en train de parler de ce que je vis moi, parce que parce que j'ai fait le cheminement aussi qui me permet de vous le dire, de répondre à toutes les questions, de n'être jamais plus blessé par toutes ces interrogations totalement légitimes qu'on peut se poser sur comment on fait quand on ne voit pas, comment on fait quand on n'entend pas, puisque c'est tellement tabou qu'on n'a tellement pas grandi ensemble en fait. Aujourd'hui, moi, mes enfants, ils sont dans une école où il y a enfin
des enfants en situation de handicap, mais moi à l'école, je ne sais pas si vous aviez un petit camarade, alors de temps en temps on en a un sur une école de 200 élèves, mais ils sont où les autres? Donc voilà, ça c'était le premier point sur lequel je voulais revenir avec vous, c'était dire le handicap. Ça c'est quelque chose qui est très important parce que pour qu'on puisse être à égalité, il faut une certaine adaptation. Si j'entends pas, il faut me parler plus fort. Si je vois pas, il faut me guider. Si j'ai des troubles de l'élocution, il faut que vous compreniez que quand j'ai du mal à parler, c'est pas que je suis complètement dominée par mes émotions, c'est les séquelles, par exemple, d'un AVC, etc. Il faut que vous compreniez ma situation, que vous la compreniez sans la regarder de manière dévalorisante pour que vous puissiez être à l'aise dans une adaptation naturelle, fluide entre vous et moi, quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est soulevé par ce film, c'est le manque d'accessibilité. Ça, c'est la clé, on en parle beaucoup. Donc, vous le savez, on a la loi en France du 11 février 2005 qui pose le principe du tout accessible à tous, qui est issue de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Et cette convention-là, signée par la France, c'est vraiment 10 000 kilomètres devant la loi française. Cette convention-là, c'est vraiment un texte de référence qui aborde comme une chose normale le fait que, bah oui, la société, la population, les populations sont composées de multiples personnes, de multiples diversités, et que oui, le peuple, c'est tous ces gens-là, et c'est pas juste 15, 30 ou 40% de ces gens-là. Donc le manque d'accessibilité, il est sans arrêt dans les textes, il est sans arrêt dans les discours, vous l'avez vu, et puis vous pouvez peut-être le constater dans votre quotidien, ça avance très peu. On a aujourd'hui moins de 40% des ERP, des établissements recevant du public, qui sont accessibles. Et puis, quand on pense accessibilité, encore aujourd'hui, on pense que fauteuil roulant. Alors, les fauteuils roulants, parmi les situations de handicap moteur, c'est une infime minorité. Donc, ça se voit beaucoup, mais on dit dans le reportage, le handicap, c'est au moins une personne sur 6. C'est pas une personne sur 6 qui est en fauteuil roulant. C'est 80% de ces situations qui sont invisibles. Donc c'est des gens qui ont des problèmes, par exemple psychiques, on n'en parle jamais, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est vraiment aussi un des stigmates de honte. Si je reviens devant vous en disant, voilà, on est étudiants ensemble, et puis j'ai été hospitalisée pour un cancer, et là je suis en rémission, je suis contente d'être revenue parmi vous, vous allez m'accueillir bras ouverts et très naturellement, j'espère. Mais par contre, si je reviens en disant j'ai été hospitalisée en psychiatrie, ça met une autre ambiance, quoi. C'est la même chose, c'est la même chose. Il y a 20% de la population qui va à un moment de sa vie traverser un trouble psychique, un trouble de santé mentale. Schizophrénie, bouffée délirante, burn-out, dépression, etc. Donc on est encore dans une représentation où il y a Shining, la maladie psychique, ça serait vraiment le fou furieux avec un couteau entre les dents. Vous connaissez tous quelqu'un dans votre entourage ou vous-même, vous l'avez traversé. Et c'est quelque chose qui est difficile à dire, dont on a également honte. Et dans l'accessibilité, c'est quelque chose qui est totalement oublié. Donc on parle accessibilité sur les rampes d'accès, mais l'accessibilité, c'est aussi des questions d'éclairage, c'est aussi pour les personnes, par exemple, moi je suis appareillée, donc il y a quelque chose qui s'appelle la boucle magnétique qui est installée dans une salle et qui me permet que le son soit directement dans mes appareils et donc j'ai un confort d'écoute permanent. C'est aussi des interprètes en langue des signes, elle en parle, donc la jeune femme sourde dans son témoignage. C'est aussi des parcours qui vont me permettre à moi, vous voyez, d'aller aux toilettes toute seule, de ne pas être systématiquement dans une situation où je suis dans mon entreprise, je vais être systématiquement obligée de demander qu'on m'emmène aux toilettes tout le temps. Je suis à la gare, il faut tout le temps que je demande qu'on m'emmène. Et ce manque d'accessibilité, ça me dit chaque jour, à chaque instant, que ma place, elle n'est pas là. Et elle me met aussi dans une situation d'infantilisation. J'ai toujours à demander pour ceci, pour cela, je ne suis jamais autonome. Et de la même façon, on s'interroge pas là-dessus en se disant bah ouais, mais elle n'est pas autonome, ouais, mais elle est aveugle. Ben non,
certes, je suis aveugle, mais si j'ai les outils qui me permettent de me guider, j'ai pas besoin d'être aidé. Donc c'est vraiment quelque chose, l'accessibilité, c'est vraiment la révolution qu'il faut faire aujourd'hui. Elle est inscrite donc partout dans les textes, elle est dans tous les discours à l'envi, et on ne voit vraiment rien avancer. On voit rien avancer parce que, enfin, allez, je suis un peu négative, on voit très peu de choses avancer. Et on voit très peu de choses avancer parce que on n'a pas avancé sur cette question de la honte, de l'infériorité, et on continue à penser que le handicap, c'est ma cécité, ou c'est ma surdité, ou c'est le problème de mon corps, et que bon, bah, si j'ai mal aux dents, j'ai qu'à aller chez le dentiste, que c'est pas un problème social. Or, la loi a vraiment été très claire là-dessus, et les mots nous embrouillent un peu. Le handicap n'est pas ma cécité. Dans la loi, il est très clair que le handicap, c'est la rencontre entre mon corps, tel qu'il est fait, avec par exemple le fait que je ne vois pas, que je n'entende pas, et un environnement qui n'est pas adapté. Et le handicap, il est dans cette situation-là. Donc, vous avez donc 2 témoignages qui parlent de cette question d'accessibilité. Cette femme sourde, donc, qui est très, très violente, enfin, que dans son récit, effectivement, les femmes qui sont victimes, donc je reviens beaucoup là-dessus parce que j'ai travaillé beaucoup sur ces questions de violence faites aux femmes, mais moi j'ai rencontré une femme sourde qui a été par exemple posée plainte au commissariat pour un viol, et à qui en face on a demandé qu'elle mime son viol, enfin, pour y aller quand même. Donc on est dans... C'est assez étonnant d'ailleurs de voir à quel point, quand on a affaire à des personnes handicapées, il n'y a plus de limites sur le raisonnable. On a l'impression que les gens perdent de vue complètement et le droit et le respect humain, et que vraiment tout est autorisé, c'est très, très particulier. Alors que dans voilà, si on a un environnement accessible, une société qui est faite pour tout le monde, alors moi, je vais pouvoir être autonome, je vais pouvoir être votre égal dans toutes les situations, et ne pas me sentir invité, voire toléré. Ça change tout, ça change quand même beaucoup les choses. Voilà sur l'accessibilité, avec ce monsieur qui dit aussi, donc lui il est en fauteuil, il veut aller, voilà, il doit se rendre au tribunal, et le parcours du combattant qui va mener pour arriver là fait que d'emblée il est en situation d'inégalité. C'est-à-dire que même si à un moment, effectivement c'est vrai, face à la juge, face à un employeur, etc., il a égalité, mais le chemin qu'il a dû faire pour en arriver là, il est tellement plus difficile que celui d'une personne qui marche sur ses jambes, qu'il est plus en situation d'égalité. On avait eu aussi une personne... Merci Anne-Sara, juste pour que nous ayons le temps d'avoir un temps de questions-réponses. On va peut-être laisser également Nordine s'exprimer, et après il y aura tout le temps en fait de... Troisième point, pardon. Et le troisième point sur lequel je voulais revenir, voilà, c'est la présomption d'incapacité, qui est racontée aussi par l'ensemble des témoignages, c'est-à-dire que quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes tout le temps regardé comme la personne qui ne peut pas, et dont on se dit a priori il ne saura pas, il ne pourra pas. Et donc là, par exemple, nous on vient d'avoir une audience où la personne elle était malentendante, et parce qu'elle est malentendante, le président a commencé à lui parler de manière complètement... Enfin, elle n'a pas de problème de compréhension, il n'y a pas de problème intellectuel, juste elle est malentendante. Voilà. Donc il y a des confusions très importantes sur tout ça, et les personnes donc concernées disent qu'elles se sentent en permanence frappées par cette présomption d'incapacité. Pour clore, et si j'ai le temps, mais si j'ai pas le temps, c'est pas grave, face à ce constat, voilà, quand même assez alarmant, où je trouve qu'effectivement il est vraiment temps que ça bouge, ça peut bouger quand même, et il y a des choses à faire. Donc nous, c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'association, et notamment par des formations, des sensibilisations, et j'ai pas compris si j'ai le temps ou pas de projeter l'autre court-métrage. Ça va être un peu juste, je suis Et vraiment désolée. Vous le verrez, vous le verrez un jour. Et donc, Sarah, tu pourras nous envoyer le lien, évidemment, ça sera le lien complet avec ce qu'on a vu. Enfin, je trouve c'est passionnant.
enfin, c'est hyper intéressant sur plein de niveaux. Donc je pense que pour le suivi de la conférence, je pense qu'aussi, si évidemment d'accord pour nous le donner, une fois qu'il sera diffusé publiquement, ben, donner le lien et qu'on fera le suivi. Ça sera un bon moyen de faire un suivi sur cette conférence, je pense. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Je vous propose peut-être, pour avancer, parce qu'il est déjà 18h presque 30, et qu'on va finir à 19h30, c'est ça? Ok. D'avancer sur la partie plus internationale qui va aller sur, assez en écho à ce que vient de vous dire Anne-Sara sur un certain nombre de points, dans des pays où encore d'autres questions se posent sur la question du handicap, d'égalité des droits. Donc moi je vais essayer de me concentrer sur, encore une fois, à la fois la situation de deux pays, sur un angle particulier qui est celui des droits civils et politiques, dont on parle encore moins en général. Si bien que même parfois, je vais le dire tout à l'heure, c'est même pas inscrit dans les lois nationales, tellement c'est complètement inexistant. Donc l'idée c'est de revenir là-dessus, sur la question de la gouvernance inclusive et de l'accès aux droits des personnes handicapées sur deux situations, le Pakistan et la Centrafrique, les pays dans lesquels je travaille, et de voir un petit peu la nature et la diversité des enjeux que recouvre la question de la réalisation des droits civils et handicapés en regard de ces deux situations non contextuelles que sont le Pakistan et la Centrafrique. Alors moi ce que j'aimerais tout d'abord en introduction dire, c'est que la question, je suis totalement en complet accord avec ce que vient de dire Anne-Sara, c'est quand tu parles de convergence des luttes, c'est ça, convergence de vues ou des luttes. J'avais encore il y a 2 semaines une conversation avec une amie qui travaille sur un module de formation sur le genre. Et la première chose que je lui ai demandé, c'est: est-ce que tu as pensé à l'interaction que le genre et le handicap? Elle m'a dit non. Et je fais, bah, c'est une erreur. Je pense que il y a tellement de choses à dire. Je n'avais pas les chiffres que tu mentionnais sur la question des violences, je ne les connaissais pas. Je pourrais être très très franc. Mais pour moi, c'est tellement évident qu'il faut lier les choses entre genre et handicap et autre chose. Et moi, je lis effectivement ici le lien entre handicap et droits civils et politiques, mais que c'est pas encore ancré. Et on a encore beaucoup de travail effectivement à faire sur cette convergence de vues dont tu parles. Donc, pour revenir sur la question que je voulais aborder sur le plan international, parce que là, on va au-delà du cas français, pour remettre un peu tout ça dans le cadre, cette question des droits des personnes handicapées, elle s'intègre aussi dans tout un mouvement, une réflexion au niveau des Nations Unies et de la communauté internationale sur la question des objectifs de développement durable. Ça doit s'intégrer, et il y a des éléments dans les objectifs de développement durable développés à partir de 2015 qui concernent la question du handicap, de l'égalité des droits et de l'accès aux droits. Les ODD, comme je mets, ils réaffirment le fait que le développement durable suppose une justice sociale, une croissance économique, paix, solidarité, préservation des écosystèmes, justice et accès aux droits. Donc on a ici un point d'ancrage très important, diversement respecté, diversement effectif selon les pays, sur la question de la prise en compte des droits des personnes handicapées. La question puisque là ici on parle surtout, c'est le propos que je veux avoir sur la question des droits civils et politiques, elle se pose de façon, cette question de l'effectivité des droits civils et politiques des personnes handicapées va dépendre effectivement aussi du contexte. Ça va dépendre, alors je ne vais pas refaire un cours de DIH, vous en avez vu assez, mais la situation effectivement des pays, des conflits ou pas dans lesquels ils se trouvent, ça dépend effectivement du système politique, le degré de centralisation ou de décentralisation. C'est très fort par exemple en République centrafricaine, où on a un pays qui est extrêmement centralisé, où on a une administration qui existe, qui existe on va dire, voilà, à Bangui dans la capitale, mais qui est complètement, voire inexistante dans les provinces au-delà de la capitale. Donc ça influe sur la possibilité de l'accès aux droits des personnes en général et encore plus des personnes en situation de handicap. Ça évolue selon le régime juridique effectivement aussi. Il y a des choses différentes comme dans des pays de droit continental et de common law sur la question de l'histoire politique, sociale et culturelle effectivement des pays concernés. Et donc des fabriques de la société pour les deux pays qui nous concernent là ce soir, la RCA et le Pakistan, qui sont très différentes et qui ont un regard sur le handicap différent aussi. Et vous allez voir qu'on peut avoir des surprises d'ailleurs, je vais y venir.
Ces deux pays dont je parle, donc la Centrafrique et le Pakistan, sont les deux pays qui ont signé et ratifié la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, donc qui date de 2006. Une convention qui a été signée et ratifiée par 180 États sur 193 États des Nations Unies sans réserve. Les deux pays l'ont signé et ratifié sans réserve. Le problème, c'est qu'au niveau de la ratification, comme vous le savez, il faut que ça soit inclus dans la loi nationale, et c'est là où on va voir qu'un certain nombre de choses pêchent, en fait. Merci. Je parle de gouvernance inclusive. C'est important de lier la question des droits des personnes et des personnes en situation de handicap en particulier avec, je l'ai dit, les ODD, les objectifs de développement durable, et avec le principe aussi de gouvernance et de gouvernance démocratique ou inclusive. Le principe de gouvernance démocratique et inclusive, c'est un processus qui permet aux personnes, même qui font partie d'une société, d'un groupe, de pouvoir participer à l'élaboration de politiques publiques, avec une approche partenariale, un diagnostic partagé des besoins, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément le cas, malheureusement, dans beaucoup de pays. Et l'idée de cette gouvernance inclusive, la finalité, c'est pour les personnes handicapées de pouvoir, en situation de handicap, de pouvoir être partie aux instances et aux espaces de réflexion et de décision sur des enjeux de gouvernance qui les concernent eux, mais qui concernent aussi la société tout entière. Et ça, c'est extrêmement important, et ça manque. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore mis en place, je pense, sur la base des observations que j'ai en France et dans les pays dans lesquels je travaille, c'est loin d'être le cas. Alors, c'est, je pense, important de revenir sur, et Anne-Sara vient de le dire, sur la question de la définition donc du handicap qu'on a en droit international et dans la Convention des droits des personnes handicapées en 2006. Il y a deux choses importantes. Il y a la question des personnes qui présentent, alors dans la définition, je suis désolé, on parle d'incapacité physique, mentale, intellectuelle, sensorielle, durable, et on parle aussi d'interaction avec l'environnement. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante qui, même dans le droit français, et ça a été soulevé par le défenseur des droits, est déficiente. Dans le droit français, ne met pas autant en exergue la question de l'environnement, l'adaptation de l'environnement par rapport à la situation de la personne. C'est en dessous de ce qu'on a en droit international. Sur la question des droits civils et politiques et des droits électoraux, on a aussi un article spécifique dans cette convention qui est l'article 29, qui va revenir sur, ça reprend les grands textes internationaux que vous connaissez, donc le pacte international sur les droits civils et politiques notamment, mais l'article 29 revient sur le droit de participer à la vie politique et à la vie publique, le droit de voter et le droit d'être élu, avec une batterie aussi évidemment de droits fondamentaux, de libertés publiques et d'associations qu'on va retrouver. Donc ici on a deux situations que je vous ai choisies, hein, le Pakistan et la Centrafrique, avec deux pays très différents, avec des populations différentes, hein, plus de 207 millions au Pakistan, à peu près 4,5 millions d'habitants en Centrafrique, avec des processus différents, avec des enjeux différents. On a une lutte contre le terrorisme, la question du Jammu-Cachemire au Pakistan, la République centrafricaine, un processus de paix qui est vivotant, on va dire, et encore une fois, une population différente. La Centrafrique, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est pour ça que je travaille en ce moment sur la Centrafrique, c'est qu'on a un processus, et je vais y revenir, d'élections à partir de décembre, et une série d'élections depuis les présidentielles, jusqu'aux sénatoriales, municipales, etc. Et vous allez voir que c'est important parce qu'à chaque niveau, il y a des entraves qui sont inscrites dans la loi sur la participation civile et politique des personnes en situation de handicap. Et c'est très, malheureusement, c'est assez regrettable, mais il faut le noter. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Alors, la première chose, je vais essayer de... Oui. La première chose, sur la question des personnes vivant avec handicap, il y a un enjeu de statistiques. Déjà, on a un problème sur combien de personnes en situation de handicap on a dans un pays. On revient au droit. Un des articles de la convention dont j'ai parlé tout à l'heure, la convention internationale sur les droits des personnes handicapées de 2006, l'article 31, demande aux États de fournir des informations, de fournir des statistiques. Peu d'États le font. Peu d'États le font. En France, il y a aussi un problème là-dessus. Hein. Il y a un gros problème de centralisation des informations parce que c'est complètement dispersé entre différents ministères, différents services, et on a du mal à avoir une vue d'ensemble, même en France.
alors même que, alors on estime, ce sont des estimations, ces estimations elles viennent de l'Organisation mondiale de la santé, on estime en moyenne, il y a à peu près, on arrive au 1 sur 6, 15% de personnes en situation de handicap dans les pays, en moyenne. Vous pensez bien que dans des pays comme en guerre, comme en Afghanistan par exemple, je pense que le pourcentage de la population en situation de handicap est plus important. Voilà. On n'a pas les chiffres en Afghanistan, vous voyez bien au niveau des statistiques les difficultés de produire des statistiques. Donc ça c'est une chose, il y a des enjeux statistiques. Et puis dès qu'on vient aux situations pays, c'est très clair, au Pakistan, on aurait entre, si on applique ce principe de 15% à peu près de personnes en situation de handicap dans le pays, on aurait entre 18 et 25 millions de personnes handicapées. Or, le recensement de 2017 a montré qu'il y en avait 3,3. 3,3 versus 18 à 25. On a un souci. Donc déjà, sur le plan statistique, on n'est pas en mesure de recenser les personnes qui vivent avec handicap pour plein de raisons différentes. Il y a aussi des raisons qui sont liées au stigma, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les recenseurs, les enumerators en anglais, les recenseurs sont mal formés, ils ont un regard qui n'est pas... ils n'ont pas un regard, ils ont un regard de gêne par rapport au handicap, ils ne sont pas à l'aise avec les questions du handicap aussi. Et donc ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'obstacles, y compris au niveau social, qui fait qu'on n'a pas ces statistiques-là. En Centrafrique, de l'autre côté, on a 33 335 personnes qui ont été identifiées. La population est de 4,5 millions, je n'ai plus les chiffres, 4,5 millions, vous faites 15%, vous faites les calculs, on est loin du compte. On est vraiment très très loin, je crois que les chiffres plus tard, on est très très loin du compte. Donc ça c'est sur l'enjeu statistique. Sur l'enjeu définitionnel maintenant, sur la définition, on a à la fois sur la Centrafrique et le Pakistan des définitions de la personne en situation de handicap qui ne sont pas conformes avec la définition internationale et qui sont lacunaires. Et vous allez voir les implications. Si on prend la loi sur la Centrafrique de 007 de 2000, on a un certain nombre de problèmes, puisque la question entre guillemets, des incapacités sensorielles n'est pas mentionnée. Il y a une dimension du handicap qui manque dans la définition centrafricaine, dans la loi centrafricaine sur le handicap. Donc on oublie un certain nombre de personnes. Juridiquement, elles ne sont pas mentionnées. Les droits civils et politiques, c'est simple. La mention de l'article 29, il n'y a rien. Zéro. Et la dimension du genre et de l'égalité femmes-hommes, elle est également complètement absente de cette loi. En plus, sur la question de la discrimination fondée sur le handicap, on n'a aucune sanction. La discrimination fondée sur le handicap en droit centrafricain n'est pas interdite et on n'a aucune sanction possible. Donc on a déjà sur le plan du droit un certain nombre d'éléments qui sont problématiques. Sur, je pense qu'on va passer au Pakistan, sur la question du droit pakistanais, la définition, alors elle est récente. Au Pakistan, on a un système qui est différent, juste le mentionne parce que ça a des implications en termes de droit. Au Pakistan, on a un système qui est fédéral. Donc on a à la fois des lois au niveau des provinces et une loi au niveau national. Il y a eu déjà des lois sur le handicap au niveau de certaines provinces, notamment au Baloutchistan et au Sindh, qui ont précédé l'adoption d'une loi fédérale. Elle est toute récente, elle a été adoptée en 2020, début 2020. Voilà. Avec 36 articles, je vous passe les détails. Et on a, par contre, là, c'est des éléments intéressants, on a une prise en compte des vulnérabilités cumulées, des vulnérabilités transversales. Donc il y a le lien qui est fait, par exemple, avec le handicap et le genre. Il y a également le lien entre handicap et orientation sexuelle et identité de genre, parce que aussi, il y a un certain regard sur, je ne sais pas que c'est mieux accepté, mais il y a un certain regard social, un rôle social qui est donné à certaines personnes en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc on a des éléments intéressants. Après, la définition de la discrimination fondée sur le handicap en droit pakistanais, en droit fédéral pakistanais, elle n'est pas assez inclusive, malheureusement, mais on est quand même mieux que sur la question de la Centrafrique, sur le plan du droit. Je reviens maintenant sur la question d'un autre enjeu. Donc là, on est vraiment sur la question des droits électoraux, des droits civils et politiques et électoraux en Centrafrique. En Centrafrique, on a des élections normalement fin décembre, des élections présidentielles. Un code électoral a été adopté, je crois que c'était l'été dernier, durant l'été 2019.
Et alors, c'est assez, assez effarant, je dois dire, en tant que juriste, de voir qu'une telle loi a été adoptée. C'est assez étonnant. Pourquoi je dis ça? Parce que le code électoral centrafricain, il prévoit des conditions d'éligibilité assez strictes à certains niveaux, pour chacun des niveaux d'élection. Donc il faut, ça se trouve dans d'autres pays, mais c'est des critères très larges, il faut, je cite, une des conditions d'éligibilité, une bonne santé mentale et physique. Ça veut dire quoi, une bonne santé mentale et physique? Imaginez, qui va contrôler? Est-ce que c'est un juge? Quel mandat le juge a? Déjà, mais bonne santé mentale et physique. Des conditions de ressources. Donc pour pouvoir se porter là pour le coup électeur, pour pouvoir se porter candidat, il faut une propriété foncière dans la circonscription. C'est quand même un frein énorme à la possibilité, l'égalité de pouvoir se porter candidat. Il faut un niveau académique, il faut une licence aussi pour accéder, pour être candidat aux élections sénatoriales. En sachant que voilà, il y a très peu en général de Centrafricains qui font un enseignement supérieur et des personnes en situation de handicap encore moins parce que l'enseignement, encore une fois, c'est une question d'adaptation de l'environnement, n'est absolument pas adapté aux personnes en situation de handicap. Donc on est complètement sur ces niveaux-là dans ce qu'on appelle en droit une rupture d'égalité entre les citoyens. Ceci étant plus que il faut ajouter dans un pays comme la Centrafrique qu'on a une marginalisation, cette marginalisation politique, elle est aussi économique et sociale, et que ça impacte de façon encore plus grande les femmes en situation de handicap. Donc sur la question de la Centrafrique, les obstacles qui vont se retrouver, on va avoir des obstacles aussi sur l'enregistrement civil, la question de l'accessibilité à l'état civil. Ça se pose en Centrafrique, ça se posait au Pakistan. Moi, je me souviens que j'ai eu des conversations avec des ONG pakistanaises qui défendaient la question des droits des personnes en situation de handicap sur le plan des droits civils et politiques, et m'expliquaient en fait le cheminement pour obtenir sa carte entre guillemets d'invalidité, c'est comme ça qu'elle est appelée, pour pouvoir voter. Il faut pouvoir passer d'abord chez un médecin qui atteste votre handicap. Si le bureau n'est pas au 3e étage, il n'y a pas d'ascenseur, vous n'avez pas chance pour une personne qui est en fauteuil roulant, par exemple. Et ensuite passer devant une personne, un état civil, et c'est pareil, très compliqué pour avoir un accès adapté pour pouvoir compléter ces procédures. L'accès à l'information électorale, il est quasi néant. Moi, je connais un interprète en langue des signes, avec lequel d'ailleurs je travaille dans le cadre de ce travail-là sur les droits des personnes en situation de handicap, droits civils et politiques. Il y en a. L'information électorale, elle est néante, elle est inexistante. L'accès au droit de vote, l'accès par exemple pour les personnes qui aveugles, la question du bulletin en braille, d'interprètes en langue des signes, je le disais tout à l'heure, et d'interprètes assermentés, parce que je crois que le court-métrage où la jeune femme intervient sur la question de la qualité de l'interprétariat, c'est hyper important. Et en France, on a aussi un problème sur la question des interprètes en langue des signes assermentés, professionnels. On a un vrai problème aussi là-dessus. Et la question aussi des candidats, la place faite aux candidats en situation de handicap. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on prend ce qui s'est passé vraiment très concrètement, moi j'étais au Pakistan à ce moment-là, en 2018. On va peut-être juste avancer, je pense, le prochain. Voilà. Ce qui s'est passé, et c'est pas étonnant, le jour du scrutin, c'est qu'en fait, et on a fait nos calculs, il y avait 12% seulement des bureaux de vote qui garantissaient un accès indépendant aux personnes handicapées. 12% seulement. On avait seulement 300 bureaux de vote qui avaient mis à disposition des posters en braille. Sur un pays de 207 millions d'habitants, vous pensez bien, avec un nombre important d'électeurs et d'électrices, c'est problématique. C'est un début. C'est une première fois en fait qu'ils le faisaient, que la Commission nationale électorale du Pakistan le faisait, mais on est loin du compte. Il y a eu 3 candidats en situation de handicap, 3 candidats qui sont présentés. Donc c'est 0,02% du nombre total des candidats. Faites ça au regard du nombre total de la population. Alors il faudrait reporter ça au nombre total de majeurs
petit peu de son âge de voter, c'est rien du tout. 0,02%. Et aucun n'a été élu. Voilà, aucun n'a été élu. Pour terminer, en guise de conclusion, donc il y a un slide après, Emilien. Merci. Je rejoins complètement ce que disait au début Anne-Sara, ce que j'ai appelé en anglais l'approche charity-based, c'est-à-dire c'est une approche de bienveillance. La loi, c'est très clair, ces deux lois, elles transcrivent une approche charity, de bienveillance, mais pas une approche de baser sur les droits, d'accès aux droits, de baser sur les droits de détenteurs de droits. On en a parlé aujourd'hui en cours, de détenteurs de droits. Et ça se sent dans la loi. On a des pans entiers de certains droits qui sont omis. Imaginez, les droits civils et politiques ne sont même pas mentionnés dans certaines lois. Donc ça, c'est une chose. Donc les législateurs ont clairement privilégié une approche sociale, économique, voire culturelle de la question du handicap, et pas une approche par les droits. Et c'est extrêmement problématique. Je fais le lien juste, puisqu'on est quand même à Bioforce, avec la question, et ça pour moi, je suis assez choqué qu'on n'ait pas fait auparavant. Et là, je reviens sur la question humanitaire. La première résolution adoptée par le Conseil de sécurité qui concerne la protection des personnes en situation de handicap dans des périodes de conflit, de transition politique et de reconstruction, elle date du 20 juin 2019, l'année dernière. Donc le sujet, au niveau des Nations Unies, n'est pas encore complètement porté. Il commence à être porté. D'accord ? Il commence à être porté. Donc première résolution, c'est la résolution 2475 du 20 juin 2019, donc adoptée par le Conseil de sécurité. C'est la première qui a été adoptée sur ce sujet. Et ça pourra, j'espère, être utilisé ensuite au niveau d'autres instances et au niveau national comme une base pour pouvoir porter la question et promouvoir la question de la participation politique sur le plan politique à tous les niveaux de territorialité, c'est-à-dire au niveau national mais aussi au niveau local, de la question de la participation politique des personnes en situation de handicap et donc des droits civils et politiques. Et je m'arrêterai ici. Merci. Merci beaucoup Martine et Anne-Sara. Donc maintenant ce moment est à vous, vous futurs coordinateurs qui allez rédiger des proposals et qui devront prendre en compte ces personnes en situation de handicap, vous futurs logisticiens qui devront adapter le matériel, adapter la log base aux personnes en situation de handicap, et vous futurs responsables ressources humaines et financières qui devront peut-être engager des personnes en situation d'handicap et pour qu'ils puissent avoir accès aux droits, donc tout le monde a droit, justement. Et si vous travaillez dans le social, encore plus en France, ou que vous travaillez tout simplement en France, prendre en compte aussi ces personnes en situation de handicap et leur remettre à la place où ils devraient tous être, c'est-à-dire la nôtre. Donc, première question. Je tiendrai le micro. Ah, d'accord. Bonsoir. Moi, ma question, c'est savoir est-ce que dans le financement de projet, est-ce que l'approche sectorielle est encore pertinente? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon expérience, on finance des projets pour personnes handicapées. Et dans les projets, on va dire, un peu plus généraux, on va dire, par exemple, je vais prendre un projet d'éducation, on va simplement demander à ces projets-là d'avoir des bénéficiaires handicapés, mais sans obligation, sans suivi, sans véritablement imposer quoi que ce soit. Et du coup, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où par Handicap International, voilà, on est une association qui œuvre pour le droit des personnes handicapées. On va se diriger vers Handicap International et dans mon expérience, tous les centres qui prennent en charge les personnes en situation de handicap se retrouvent ensemble, se regroupent, mais du coup, est-ce que ça participe pas à la stigmatisation du handicap et est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle approche à adopter où en fait dans chaque projet du coup, peu importe la cible, on impose la prise en compte du handicap? Alors moi sur ça marche, ouais. Il y a plus de batterie sur son Ah, micro, non. je crois. Est-ce que ça marche? Non. Non. J'ai rien touché. Merci. Oui, moi je ne sais pas si j'ai
la réponse à ce que vous dites. Je pense que, bien sûr qu'en vous écoutant, on a envie de dire, bien sûr, vous avez raison là-dessus. En même temps, il faut se méfier de postures qui nous plaisent davantage, mais qui sont un peu en décalage par rapport à la réalité. C'est-à-dire que la société inclusive qu'on veut construire, elle doit partir d'une réalité, c'est qu'on est dans un monde validiste. C'est-à-dire que tout ce qui a été construit sans les personnes en situation de handicap et sans en prendre compte. Donc on est obligé de créer, de partir de cet existant-là, ouvert et prévu pour des valides, et on est obligé aujourd'hui de rajouter des volets et des ouvertures handicap. C'est-à-dire que si vous prenez l'éducation, si vous avez un projet sur l'éducation, il faut reconnaître que toute l'école, elle a été pensée pour des enfants dits valides. Et donc si vous voulez faire un projet éducation pour tout le monde, vous avez raison, bien sûr, pour tout le monde, y compris handicap, pas handicap, oui, mais on va s'apercevoir que le problème, c'est qu'il va falloir aussi que vous partiez d'un existant qui est fait que pour les valides, et que déjà, faudrait ouvrir cet existant-là aux personnes handicapées. Et puis après, se permettre, c'est peut-être vous êtes déjà peut-être un stade plus loin, c'est-à-dire le jour où on aura déjà ça, plus ça, alors on pourra penser des projets pour tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'on est encore, malheureusement, à un stade où il faut penser le projet aussi pour des personnes en situation de handicap. Il faut faire des trucs un peu spécifiques. Après, ce qui est très dommage, c'est que vous avez des structures spécialisées handicap qui vont faire des projets spécialisés handicap. Et c'est peut-être ça qu'il faudra voir aussi. C'est-à-dire que finalement, toutes les organisations devraient s'emparer de la question handicap. Là, oui. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, je crois. Ouais. Moi, si je peux juste... Merci. Ouais. Complètement d'accord. Moi, je pense qu'en fait, il y a deux choses à voir. Complètement d'accord avec ce que tu viens, Sarah. Dans le sens où, pour moi, le fait d'ajouter un critère comme on a dans les demandes de projet, d'avoir une étiquette environnement ou une étiquette genre, moi, je ne serais pas contre d'avoir une étiquette handicap, mais à la condition que dans le projet, depuis l'écriture du projet jusqu'à l'évaluation du projet, on ait une approche inclusive dans l'approche du projet, avec des personnes en situation de handicap, des personnes qui suivent, c'est la question depuis le début, la rédaction du projet, la mise en œuvre du projet, l'évaluation du parcours du projet et l'évaluation finale du projet. Et dans la question de la capitalisation. C'est ça qu'il faut, parce que sinon, on sera à l'heure, ça sera nice to have, mais ça ne sera pas du tout efficient. Donc il faut se donner les moyens aussi de repenser de début, de A à Z, dans le projet, la question véritablement de l'inclusion, de l'inclusivité, et ça fait partie de la pluralité des regards aussi, parce qu'on a besoin aussi d'une école, elle n'est peut-être pas construite comme il faut, parce qu'on ne l'a pas pensée au départ, parce qu'il y a peut-être personne qui a pensé. Il n'y a pas forcément de volonté de nuire, mais c'est parce qu'on a tous des regards différents, et il faut avoir je parle de confluence, j'aime beaucoup, mais de confluence de vue, et d'échange sur qu'est-ce qui est problématique, et comment on le pense dès le départ. Je voulais juste vous rajouter un truc, parce que ça, tu l'as dit, et c'est essentiel, c'est travailler avec les personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Parce que le handicap, on ne connaît pas. C'est une réalité très complexe. Je vous raconte juste une anecdote, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Moi, je vais dans un bar régulier à côté de chez moi pour prendre mon café. Ils me connaissent bien. Et puis là, ils ont voulu me faire une surprise. Ils m'ont fait le menu, je ne connais pas le braille. Et c'est toujours comme ça dans le handicap. C'est-à-dire que vous avez toujours des gens qui font des choses, mais qui font des choses sans connaître, sans savoir et sans concertation avec les personnes concernées. Et du coup, moi en fait, j'étais obligée de le remercier, de lui dire que c'était super. Et maintenant, je vois bien qu'il n'est pas content parce que je ne regarde pas son menu. Et donc, ça crée un... Vous voyez, donc vraiment, c'est la clé de travailler avec les personnes concernées. Merci. Donc c'est un petit peu dans la continuité, c'est par rapport aux infrastructures, donc publiques ou privées. Et donc vous disiez dans la première vidéo que l'idée c'était qu'elle soit adaptée à tout le monde, et que en termes de texte de loi, c'était des choses qui étaient prises en compte, mais que du coup aujourd'hui il faudrait passer par des actions en justice pour démarrer une sorte de révolution, il me semble que c'est le terme que vous avez utilisé, par rapport à cette idée-là. Du coup c'est où que ça bloque,
Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas plus vite, cette révolution? Je pense que tous les freins aux révolutions sont là, c'est-à-dire la peur, le manque de mobilisation, les personnes concernées. Il y a une honte aussi. Par exemple, les homosexuels, les noirs, etc., il a fallu à un moment se mettre ensemble et ensemble lutter. Or, dans le secteur du handicap, on a à la fois une honte et puis aussi ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a rien à voir ensemble. Donc c'est hyper difficile de se mobiliser. Moi, je suis aveugle, communiquer avec une personne sourde, c'est hyper compliqué. Donc on n'a rien à voir dans nos situations ensemble. Et donc se mobiliser ensemble, c'est peu efficient, donc ça ne se fait pas. Et personne n'a envie de se retrouver. À un moment, il y avait une association, une structure qui avait lancé je ne sais plus comment ça s'appelait, l'anti-pride, un truc comme ça, et personne n'avait voulu venir parce que personne n'a envie de se retrouver sous cette bannière, donc il y avait déjà ça. Et puis après, vous avez tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire une population qui est aussi coupée de l'éducation, de l'emploi, etc. Donc c'est pas non plus les populations les plus mobilisées parce que dans une très grande précarité. Donc il y a tout ça, et puis en face, il y a les freins classiques des classes dominantes, quoi. Pourquoi on laisserait la place à ces gens qui devraient relever du médico-social, et voilà, là, c'est les freins habituels. Moi, c'est ce que je vois, mais après, je pense que vous avez sans doute des avis aussi là-dessus. Je crois qu'il y avait une question de... Bonsoir. Ma question, elle était plus pour Anne-Sara. Dans l'introduction du documentaire Ta gueule, il y a ce chiffre assez hallucinant de 400 millions d'euros qui est récupéré par les GFIP, des entreprises qui refusent de se conformer aux règles de 6%. Est-ce que vous savez comment sont utilisées ces sommes? Sur la GFIP, Oui. c'est hyper nébuleux. Alors là, il y a un vrai, il y a eu des scandales un peu étouffés, etc. C'est très très nébuleux. Normalement, le fonctionnement, c'est il faut qu'il y ait 6% de travailleurs handicapés dans une entreprise de plus de 20 salariés. Si on n'arrive pas à ces quotas-là, alors on verse une certaine somme qui a été multipliée par 10 par la loi de 2005. Donc on verse cette somme-là à la GFIP pour le privé, au FIPHP, le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées, si c'est public, et ces fonds-là doivent être reversés dans l'aménagement de poste. En vérité, ces fonds-là, très souvent, on y a difficilement accès, les entreprises ne savent pas du tout comment y accéder, et puis côté FIPH, GFIP, ils disent eux-mêmes qu'ils ne savent pas très bien quoi faire de cet argent, et il y a eu certains, voilà, moi je n'ai pas creusé la question, mais il y a eu certains débuts de scandale, en tout cas peut-être qu'on aura un scandale un jour ou l'autre. En effet, moi je voulais demander, parce que voilà, j'ai un fils de 19 ans, il a passé dans 3 écoles différentes, primaire et secondaire, et dans toute sa scolarité, on a vu personne dans sa classe ou dans ses écoles visiblement handicapé. Ça se peut que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas, c'est clair, mais quand je pense au vécu de ma petite sœur, qui était trisomique au Canada, elle était scolarisée dès le départ à la maternelle, et elle était née en 1966 quand même. Mais dès la maternelle, elle était scolarisée dans une école normale, entre guillemets, mais avec une classe spécialisée dans cette école. Alors en France, où sont-ils? Les enfants en situation de handicap? Oui, c'est ça. Chez eux. Ils sont soit dans des institutions spécialisées, enfin dites spécialisées, c'est-à-dire ils sont enfermés quelque part, quoi. Et souvent on leur apprend davantage à faire de travaux, voilà, d'occupation, en fait, des activités occupationnelles plutôt que de la pédagogie. Il y a une avocate que je vous conseille de suivre qui s'appelle Maxime, son prénom m'échappe, à Maître Rojas. Elisa. Elisa Rojas.
qui est passée par une de ces institutions. Donc elle est aujourd'hui avocate et elle raconte qu'elle a eu énormément de mal à leur demander est-ce que je peux apprendre à lire, à écrire, est-ce que je peux avoir des cours, quoi. Et elle était effectivement uniquement dans l'occupationnel. Donc ces enfants-là, ils sont soit là, ils sont soit chez eux, on en envoie aussi en Belgique parce qu'en Belgique, alors on a beaucoup dit la Belgique c'est mieux. Non, la Belgique c'est pas mieux, c'est juste que la Belgique, en fait, en termes de prise en charge, quand ils prennent des enfants de l'étranger, ils sont rémunérés, donc les établissements gagnent plus quand les enfants viennent de l'étranger. Et ça me permet de faire un lien aussi sur pourquoi ça bouge pas, c'est la question que vous aviez posée tout à l'heure. Alors je vais être un peu plus marxiste qu'au départ, mais c'est un énorme marché le handicap, énorme. Il y a effectivement, nous les sommes qu'on voit passer, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans des structures dites spécialisées, dans des aménagements, dans des institutions, des administrations, c'est un énorme marché. Donc adapter, c'est autre chose. Aujourd'hui, il y a ça aussi, le secteur il est mobilisé par des associations, des grosses associations, qui sont ce qu'on appelle les associations gestionnaires. La plus grosse étant l'association des paralysés de France, l'APF, que vous connaissez sans doute. Alors l'association des paralysés de France, on la voit beaucoup dans les médias et on pense, c'est le discours en tout cas, qu'elle cherche à faire avancer les choses. Sauf qu'en réalité, quand vous regardez le détail de cette association-là, de quoi elle vit l'association majoritairement? De ces institutions, c'est-à-dire de elle-même, des gens qui sont enfermés dans des institutions. Donc en fait, l'inclusion et l'accessibilité, ça va absolument à l'inverse de ses propres intérêts. Si jamais les gens sortent des institutions, les gens en fauteuil, etc., à mobilité réduite, sortent des institutions, vont dans le monde normal, l'APF, elle perd tout son argent, tous ses fonds. On a le même problème chez les aveugles, chez les sourds, tout ça, c'est les grosses associations représentatives, les grosses organisations dont vous entendez parler, elles vivent aussi de ces établissements où les gens sont enfermés. Elles vivent de ça. Donc c'est un peu paradoxal d'avoir des discours sur l'inclusion et en même temps de laisser les gens dans cet état-là. Nous, au droit pluriel, on est 4 salariés. Donc c'est vous dire, à côté de l'association des paralysés de France, on est la seule structure à faire de l'information juridique pour les personnes handicapées. Si vous avez un problème et vous avez un problème de droit et vous êtes handicapé, il n'y a personne nulle part qui peut vous renseigner. Vous appelez l'association des paralysés de France ou toutes les associations spécialisées, etc. Ils vous disent ah non, l'information juridique on ne fait pas. Mais aujourd'hui, c'est quoi être citoyen si c'est pas connaître ses droits et les faire valoir? Donc on a quand même un terrain, un secteur associatif qui est mobilisé par des gens qui n'ont pas forcément intérêt à ce que ça bouge. Et puis à côté, vous avez effectivement tous les aménagements, par exemple, tout ce que vous payez en appareillage, etc., c'est 10 fois le prix. C'est 10 fois le prix. Pourquoi? Parce qu'il y a des aides. Donc, c'est pas la personne qui paye, il y a des aides qui prennent ça sur l'argent de l'État. Enfin, il y a une manne financière là, et on dit que si on mettait l'argent ailleurs et autrement, ça se passerait pas comme ça. Donc, l'argument de l'inclusion se fait pas pour des raisons financières, c'est vraiment le mauvais argument. Oui, bonjour de ce côté Stéphanie. Moi je vais prendre le contre-pied en posant la question aussi de comment adresser en fait la posture que certaines personnes en situation de handicap peuvent justement adopter en se voyant dans la position dans laquelle on les a mis. Je sais pas comment l'exprimer clairement, mais clairement c'est comment les sortir en fait de cette position où ils se voient comme dépendants du socio-médicaux, comme étant, je sais pas, en fait j'ai du mal à m'exprimer, désolée, mais c'est un peu le, comment? In English, non mais moi je parle français. En gros c'est comment arriver à changer aussi les mentalités des personnes qui se conçoivent comme handicapées et qui ne veulent pas sortir de cette posture-là. Parce que c'est un contre-pied, hein, mais c'est parce que j'ai eu des exemples de personnes qui ne voulaient pas se considérer comme normales, justement, parce qu'elles étaient en situation de handicap et donc légitimes à recevoir des aides, et donc, etc. etc. Donc c'est quoi les actions Attendez, moi je me juge pas comme normale. Hein.
Et je vous juge pas non plus comme normal. Non, non, mais je pense que c'est du verbatim, mais... Non, mais on n'est pas... moi, je rejette pas... je suis aveugle et j'ai des difficultés pour me déplacer, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus et j'ai besoin effectivement d'une compensation, par exemple au boulot, parce que quand je viens chez vous ici pour intervenir, Maxime il vient avec moi, donc mon employeur, forcément il y a une adaptation de poste qui coûte de l'argent, il faut ces aides-là, etc. Mais moi je ne suis pas du tout en train de rejeter tout ça. Par contre, ce qui me pose problème, c'est que quand j'ai été concernée dans mon corps par la cécité, par la surdité, j'avais aucun modèle nulle part. Ni à la télé, dans les artistes, dans les écrivains, dans les personnes politiques, je voyais personne d'aveugle, je voyais personne de sourd. Donc je me disais, ma fille, ta vie, ça va pas être terrible, quoi. Enfin, t'as pas beaucoup d'avenir. Donc comment s'en sortir? En mettant les personnes aux bonnes places, quoi, partout. En fait, juste en ouvrant les portes et puis en arrêtant de le cacher, puis en arrêtant d'avoir honte. Mais pour arrêter d'avoir honte, c'est pour ça que je parle de convergence des luttes, il faut que ça se passe comme ça s'est passé pour les Noirs ou pour les gays ou pour les femmes. Il faut qu'on en voit ailleurs, partout. Et du coup, ça va me sembler normal à moi, moi enfant, autiste, etc. Ça va me sembler normal à un moment d'accéder à ces postes-là. Je vais me sentir légitime à y aller. Bonjour. Alors moi en fait j'ai une question un peu pratique et terre à terre à vous poser. Donc nous on va travailler dans l'humanitaire, on va être des lobes, des PO2, etc. Et donc aujourd'hui on a appris qu'il y avait des standards dans l'humanitaire. En fait il y avait une espèce de liste de bonnes questions à se poser. Et il y a ces standards qui commencent à arriver pour créer des projets qui soient... qui permettent l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Mais on n'est pas que des humanitaires et moi j'aimerais savoir s'il y a une espèce de une base de données, des ressources je suis désolée, j'ai vraiment je tremble et tout, vers laquelle on peut se tourner pour en fait se poser des bonnes questions et ne pas ne pas marginaliser d'autres personnes. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve qu'il manque des ressources essentielles, parce qu'avec toutes les associations et tous les budgets qu'il y a, c'est ce que vous demandez là qui est une évidence, il y a un éclatement d'informations très disparates, difficiles. Pour vous donner un exemple, si vous allez chercher sur les sourds, il y en a qui vont vous dire que la solution à la surdité pour les enfants, c'est aller vers la langue des signes. D'autres vont vous dire surtout pas, il faut apprendre à parler. Quand vous ne connaissez pas, il n'y a pas un lieu de ressources où il y a une information neutre, plurielle, etc. Donc nous, on est en train de constituer, on a terminé, parmi les outils qu'on crée pour les professionnels du droit, il y a un fascicule pédagogique qui est le plus léger possible, donc j'ai 40 pages, mais très illustrées, très dynamiques, très accessibles, qui vont être comme ça une présentation des situations de handicap, des enjeux, des préjugés, de ce qu'il faut déconstruire, de la façon dont il faut approcher les choses. Ce guide-là, on l'a créé pour la justice, et puis quand on a commencé à le présenter ici et là, tout le monde nous a dit « Non mais attends, ça nous intéresse parce que nous, c'est complètement transposable dans nos métiers ». Donc évidemment, ça sera accessible à tout le monde, on va le mettre dès que ça sera public sur notre site, et c'est une base de données, une base d'information, un début. Après, moi j'adorerais faire pour l'humanitaire un guide, vous voyez, cette information-là que vous cherchez, c'est dans un mélange de compétences aussi, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais au début, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous cherchez, comment vous travaillez, et nous, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, et comment, ensemble, on peut construire comme ça une base de données qui va servir à tout votre secteur. Pour aller dans le sens d'Ansara, moi je pense qu'avant de parler de standard ou de checklist, il y a une étape préalable en fait. Il faut faire une cartographie des besoins, une analyse des besoins en fait. Donc avant de passer à la case, on va poser les questions. Il faut identifier les besoins. Et vraiment, là encore une fois, c'est vraiment dans le projet, un projet humanitaire. Avant de se lancer dans un projet humanitaire, alors, on analyse les besoins. On essaie de comprendre le milieu, l'écosystème, on analyse les besoins. Pour la question des personnes en situation de handicap et la rédaction de standards, il faut faire la même chose. Sinon, c'est exactement ce que tu décris, Sarah. On va mettre quelque chose en place qui sera complètement à côté, qui ne répondra pas aux besoins. Donc l'étape analyse de besoins est essentielle avant la construction de standards particuliers.
je prêche pour ma paroisse. Au centre de documentation, on a les guides de handicap international, humanité et inclusion, qui ne sont pas encore des standards, mais qui sont justement des questionnements à se poser pour la prise en compte des personnes en situation de handicap. Et là, j'ai un trou, mais on a des standards justement pour le montage de projets pour des personnages, pour les personnes âgées, les enfants en situation de handicap. Si vous passez demain au centre de documentation, je vous en parlerai plus. Mais moi, effectivement, Nordine dit tout ce qu'il faut faire, mais pour vous donner donc l'exemple du braille dont je vous parlais tout à l'heure, pour des personnes aveugles, par exemple, on va tout de suite penser braille, tout de suite, tout le monde. En réalité, c'est moins de 10% des personnes aveugles qui utilisent le braille. Donc, monter un projet sans connaître effectivement la population, les difficultés particulières et puis les réponses adaptées, c'est vrai que c'est forcément à côté de la plaque. C'est vrai sur toutes les... je pense que c'est déjà vrai certainement dans vos métiers, ça doit déjà être comme ça, donc c'est pas des règles différentes. Et après, mais le handicap, c'est encore plus casse-gueule parce qu'on a tous intégré des réponses toutes faites, la langue des signes qui est internationale, et ben non, pas du tout, la langue des signes n'est pas internationale. Enfin, on a vraiment tous des idées, en général, totalement à côté de la plaque sur le handicap en particulier parce que c'est mal connu, quoi. Bonjour et merci pour votre témoignage. Du coup, je vais faire un peu de publicité. J'ai une amie qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Handhistoire sur l'histoire du handicap et c'est très ludique et très intéressant, donc j'invite tout le monde à aller voir. Et j'ai une question aussi sur les normes qui sont mises en place en France. Est-ce que par excès de bureaucratie, parfois on ne complique pas énormément les choses aussi? Est-ce que si on incluait plus de personnes handicapées dans la conception, par exemple des bâtiments et ce genre de choses, on ne pourrait pas faciliter les choses et avancer de manière beaucoup plus rapide en fait? Alors moi je suis une juriste qui déteste la loi, donc je ne suis pas la bonne personne. En fait, pour vous donner un exemple, on a fait à Paris, est né il y a peu de temps, un peu moins d'un an, est sorti de terre le plus grand tribunal d'Europe. Le nouveau tribunal de Paris, c'est le plus grand tribunal d'Europe, il a coûté 47 millions d'euros, je crois, je sais pas. C'est vraiment le fleuron de la modernité. Or, nous, on travaille avec des avocats qui sont en fauteuil, sourds, aveugles, malentendants, malvoyants, etc. et qui nous pointent, là, ça va pas, on n'arrive pas à bosser, on ne peut plus exercer notre métier dans ce nouveau tribunal. Donc, on a fait un courrier à la présidence en disant, bon, de manière très, très amiable et sympathique, en disant, bon, il y a quelques petites difficultés, là, est-ce qu'on pourrait en discuter? Parce qu'en termes d'accessibilité, il y a des avocats qui n'arrivent plus à travailler au tribunal. Et le président, qui est un juriste plus, quoi, le président du tribunal nous a renvoyé un courrier bien acerbe en nous disant je n'ai rien à me reprocher, le tribunal est aux normes, point. Ce qui est complètement idiot parce que ok, c'est peut-être aux normes, mais ça ne marche pas. Donc les normes sont des réponses souvent qui n'ont que pour but de cocher les cases en disant c'est bon, je l'ai fait, on peut rien me reprocher. Alors que l'accessibilité, il faut que ça marche. Et nous, on parle d'accessibilité vivante, c'est-à-dire qu'on parle peut-être de normes, puisqu'il faut partir de quelque chose, mais après, il faut que les personnes concernées éprouvent les dispositifs, les aménagements, les critiquent, les améliorent, proposent des choses, etc. pour que ça bouge, parce que ce qui marche aujourd'hui, demain, moi je vais avoir un nouvel appareillage auditif, par exemple, et c'est en mouvement permanent. Or, les normes, elles sont figées une bonne fois pour toutes. Donc, effectivement, on a un vrai souci là-dessus. Alors, on a fait... Je vous finis, qu'est-ce que je parle tout le temps, mais je suis là pour ça. On a fait les commandos de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on a, vous pourrez le retrouver si vous voulez sur Internet, en fait, on a fait une visite surprise au tribunal en question, avec tous ces avocats-là, plein de presse, pour montrer voilà, tout ce qui ne va pas, quoi. Et là, ils ont commencé, là, ils nous ont reçus. Donc effectivement, les normes, c'est un premier point de départ, mais ça ne règle pas tout. Bonsoir, Issa. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est pour dire qu'avec cette conférence, j'ai une autre vision de l'handicap, parce que directement, quand on voit, que ce soit à la télé ou sur les places de parking et autres, l'handicap, on est plus focus sur l'handicap moteur. Et voir les statistiques déjà, on réalise vraiment qu'il y a beaucoup de boulot à faire.
Et en se disant que là, on est dans un pays développé, et comparativement à chez moi en Afrique où les handicapés sont plus rejetés dans certaines communautés, ainsi de suite. Et savoir que là, on est dans un pays de droit, mais il y a énormément de choses à faire. Ça veut dire que vraiment, c'est, je sais pas, c'est plus votre association, l'engagement que vous avez, c'est vraiment des choses à féliciter. Vraiment. Merci. On a encore 10 minutes de questions. Je vous rappelle que moi j'ai un film, hein, si vous ne savez pas quoi faire, qui dure 3 minutes. Bonsoir, moi c'est André. La première question que j'ai à poser, c'est déjà de savoir quand peut-on dire que quelqu'un est handicapé, comment peut-on reconnaître un handicapé? Parce que là j'ai appris que voilà, parce que dans la vie courante, nous généralement on les a classifiés en quelque sorte. Des aveugles, des gens en mobilité réduite. Pourtant il y a plusieurs types de handicap. Je ne sais pas si un pays comme la France déjà a déjà pu répertorier tout ce qu'on peut considérer comme handicap. Alors le handicap, c'est une reconnaissance administrative. C'est-à-dire que vous avez une carte, vous êtes reconnu travailleur handicapé, même si vous ne travaillez pas, et c'est la reconnaissance de la qualité, les mots sont toujours très bizarres, de votre besoin en fait de compensation. Donc en France, le critère pour le handicap, c'est pas seulement quelque chose de physiologique, c'est aussi votre besoin de compensation. Le fait que vous avez telle situation qui a besoin d'être compensée par une aide humaine, par une aide technique, par moins de temps, des horaires aménagés, etc. Donc le critère, c'est celui-là. Et après, ça fait que, en fait, c'est très large. Alors, la première loi sur le handicap, c'est en 1975. Et pour les raisons que vous dites, le législateur avait choisi de ne pas définir le handicap en disant, en fait, il y a tellement de situations où on a besoin de compensation que si on met une définition, ça risque d'être trop étroit. Et donc, il n'y avait pas de définition et c'était juste une administration qui avait décidé au coup par coup de telle situation demande une compensation ou pas. Et puis finalement, il y a eu un changement par la loi du 11 février 2015, où on a 2005, voilà. Par la loi du 11 février 2005, il y a eu là maintenant une définition du handicap. Parce qu'il était important justement de ne pas dire que le handicap était dans le corps, mais dans la situation. Et pour préciser ça, on a écrit une définition du handicap. Assez large pour qu'elle englobe tout, mais il n'y a pas de... Dans la mesure où il s'agit de situation, il n'y a pas de liste limitative. Merci. En fait, c'est pas une question, c'est juste faire le plaidoyer pour le film. Elle a dit que ça ne dure que 3 minutes. Avant qu'Amina juste passe le film, je veux juste mentionner le fait que la France va passer en fait en février prochain devant le comité des personnes handicapées, des Nations Unies des personnes handicapées en février. Donc la France a déjà soumis son rapport et un certain nombre d'ONG, dont la mienne en association, une association étudiante du coup, on a présenté un rapport alternatif. Pour ceux qui ont suivi le cours sur le DIH, ils savent ce que c'est qu'un rapport alternatif. Donc les ONG qui présentent un rapport sur leur vision de ce qu'est, en quoi la loi française est conforme au droit international et quelles sont les entraves, les obstacles dans la mise en œuvre de la loi avec des recommandations. Voilà, donc il va y avoir quelque chose autour aussi des droits des personnes handicapées et comment dire, comment la France et à quel degré, dans quelle mesure la France est conforme à la question, à cette question-là des droits des personnes handicapées, et ça sera discuté à Genève en février prochain. Voilà. Oui, juste sur ce rapport-là, la rapporteuse des des Nations Unies avait été horrifiée vraiment en voyant l'état de la France, parce qu'elle avait dit mais qu'est-ce que c'est que ce pays où on enferme les personnes en situation de handicap. Donc elle s'était dit mais ils n'ont même pas lu le texte de la Convention internationale, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc effectivement elle a vu que, elle a constaté que pour un pays de droit, comme vous dites, on revenait quand même de très très loin.
Et puis juste, alors je suis contente qu'on regarde le film parce que c'est pour finir sur quelque chose de positif, sur le fait qu'on voilà, on peut vraiment avancer. C'était un peu la question qu'on avait lancée, c'est on peut avancer et le film, ça c'est une sorte d'outil pédagogique à l'attention donc des professionnels du droit pour leur montrer comment on peut faire mieux et sans se culpabiliser, en se disant tous qu'on en est tous là, il n'y a pas des bons des méchants, on en est tous là et il faut maintenant que tous ensemble on avance. Un grand merci à Nordine et à Anne-Sara Pertudo et ainsi qu'à Maxime Lacombe qui ont fait des déplacements de Paris pour venir nous parler de ce sujet et vous sensibiliser à ça, vous futurs personnels humanitaires qui allez rencontrer malheureusement beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc je vous remercie grandement d'avoir participé à cette première conférence. Il y en aura d'autres. Donc comme je vous disais, au mois d'octobre, une sur la sécurité des humanitaires. Ensuite, la prise en compte de l'environnement par les humanitaires. Ensuite, on aura sur les objectifs du développement durable. On aura donc la cellule interarmée qui viendra nous parler de l'aide apportée par les militaires sur le terrain et le lien civilo-militaire. Et un cycle sur de droit international humanitaire mené par la Croix-Rouge. Merci à vous. Et juste, est-ce que quelques-uns d'entre vous pourraient m'aider à installer 21 tables pour demain, s'il vous plaît? Si on s'y met tous.